Aujourd'hui, j'ai la forme. On va parler de David Foster Wallace. Un truc soi-disant super, auquel on ne me reprendra pas. Peut-être qu'il s'agit de la thèse. On y va. Je sais même plus quand il a écrit ça. J'ai attrapé le bouquin à l'arrache. Je me suis dit, mince, j'ai envie de rigoler. On prend Wallace. Un excellent souvenir de lecture. Oh, il y a photo, il y a photo. Un excellent souvenir, donc on est au Diable Vauvert, un truc soi-disant super auquel on ne me reprendra pas, et traduit de l'américain par Julie et Jean-René Etienne. 97, Supposedly Fencing, I'll Never Do Again. Et 2005 pour la traduction française, au Diable Vauvert. C'est le titre du recueil, mais moi je vais prendre le texte éponyme qui donne son nom. Ça c'est encore un des trucs sur lesquels je me plante, mais il y en a plein. Et c'est méga long. C'est méga long. Donc, je pourrais pas le lire en entier et c'est déjà triste. Ouais, c'est dans ce truc-là qu'il y a le truc sur Lynch. Ça, c'est pas terrible. Enfin, c'est pas terrible. J'ai pas un souvenir grandiose de ça. C'est un essai. C'est un foutu essai. On va l'attraper en cours de route. Ça fait ça. Dans le bouquin. Ça, je l'ai trouvé d'occasion. Essai et chronique. Je l'ai tellement aimé que j'ai pas eu le temps de l'amener dans le métro. Mais c'est du gros volume, mais ça va. C'est pas mal quand il y a du monde dans la tresse, paf paf, on peut s'en faire une protection. Touc, touc, hop, sur les fesses, parce que franchement, c'est fou comme les gens ils touchent les fesses quand il y a du monde. Encore un bagage abandonné, hein. On y va. Je commence par le début. Un truc soi-disant super auquel on ne me reprendra pas. Là, nous sommes le 18 mars, le samedi 18 mars, pardon, et je suis dans le café plus que surpeuplé de l'aéroport de Fort Lauderdale où, pour tuer les 4 heures de mon vol pour Chicago, j'essaie d'évoquer en une sorte de collage hypnotico-sensoriel tous les trucs que j'ai vus, entendus et faits dans le cadre de la mission journalistique qui s'achève. Hyper banal, donc on va apprendre que c'est un reportage qui lui a été demandé. En tout cas, il inscrit d'emblée le lecteur dans la situation d'énonciation par le jeu d'un déictique, là. Et ensuite un ancrage absolu, une date, on n'a pas l'année, mais en fait c'était publié dans un journal, donc on sait normalement dans quelle année on est. Et moi j'ai souvent des doutes. Et on a ensuite une situation ultra précise, les escales, la fin, et donc ce qui est la fin de l'événement va devenir le début du récit, mouvement rétrospectif habituel, mais ça veut dire qu'on a déjà et la voix du narrateur ou locuteur, on a la voix de David Foster Wallace, et on va avoir un récit, et on sait déjà qu'il s'agit d'une mission journalistique qui s'achève. Et donc j'essaie d'évoquer en une sorte de collage hypnotico-sensoriel tous les trucs que j'ai vus. On voit, et ça c'est une constante chez Wallace, Foster Wallace, j'ai plein d'autres, hein, mais ça marche vraiment bien chez lui avec un autre rythme. Alors là on va être en plein dans ce que j'appelle le virilisme. Mais on va le développer petit à petit. Mais moi, ça me fait triper, hein. Je dis pas, faut pas, hein. Je dis, faut en avoir conscience. Truc familier, oralité, et derrière, on va avoir une liste. J'ai vu des plages j'ai vu des plages de saccharose, et de l'eau d'un bleu très lumineux. J'ai vu un survêtement rouge à revers évasés. J'ai senti ce que la lotion solaire appliquée sur plus de 10 000 kilos. Ce que sent la lotion... J'ai senti ce que sent la lotion solaire appliquée sur plus de 10 000 kilos de chair brûlante. Je me suis entendu appeler Mon dans 3 nations différentes. J'ai regardé 500 Américains nantis danser l'Electric Slide. J'ai vu des couchers de soleil qu'on aurait dit retouchés par ordinateur, et une lune tropicale qui ressemblait plus à une espèce de citron baisse qu'à notre lune américaine, pierreuse et familière. J'ai, très brièvement, pris part à une chenille. La chenille qui redémarre. Là, hop, une liste. Le voyageur, blasé, fin du voyage. Évidemment, ce qu'on a, c'est un effet d'héroïque comique, avec les hyperboles, ou au moins la grande quantité. Le vraisemblable qui n'est pas, qui peut quelquefois n'être pas vraisemblable, les couchers de soleil retouchés par ordinateur, avec la contemporanéité de la technique. Electric Slide pour la mode, les groupes, etc. Et puis cette répétition anaphorique. J'ai vu. On le sent en bout de course. Ce détachement typographique, j'ai très brièvement
discours second dans le discours du locuteur, il est plus que là, et il va démultiplier ses discours, ça c'est une constante chez David Foster Wallace, pris par à une chenille. Je continue. Il me semble, je dois dire, qu'un genre de principe de Peter a présidé à cette mission. L'année dernière, un certain magazine huppé de la côte Est m'avait envoyé couvrir une de ces bonnes vieilles foires d'État sans prétention avec pour seule consigne d'écrire un genre d'essai libre. Le résultat a plu, ça c'est le homard. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Et c'est ainsi que m'échoua cette chouette mission tropicale avec rigoureusement la même pénurie de consignes ou de directions. Sauf que cette fois, s'ajoute une pression inédite. Les dépenses engagées pour la foire de l'État s'élevaient à 27 $, jeu de hasard exclu. Cette fois, Harper's a allongé plus de 3 000 $ avant d'avoir lu la première saillie exotico-pittoresque. Il n'arrête pas de me répéter, au téléphone par liaison radio avec une patience infinie, de ne pas m'en faire. Je ne les crois pas tout à fait sincères, ces gens de presse. Tout ce qu'ils veulent, insiste-t-il, c'est un genre de macro-carte postale empirique, par sillonner crânement les Caraïbes, reviens, raconte ce que tu as vu. J'ai vu beaucoup de bateaux blancs vraiment très gros. J'ai vu des bancs de petits poissons aux nageoires phosphorescentes. J'ai vu une perruque sur la tête d'un garçon de 13 ans. Les poissons phosphorescents aimaient bien se masser entre notre coque et le ciment du quai quand nous amarrions. J'ai vu la côte septentrionale de la Jamaïque. J'ai vu et surtout senti les 145 chats qui peuplent la résidence d'Ernest Hemingway à Key West, en Floride. Je connais maintenant la différence entre bingo classique et prize O, ainsi que le sens de l'expression « faire boule de neige au bingo ». J'ai vu des caméscopes pas loin de recueillir l'usage d'une dolly. J'ai vu des bagages fluorescents, des lunettes fluorescentes, des pince-nez fluorescents et une bonne vingtaine de variétés de tongs en caoutchouc. J'ai écouté des steel drums, mangé des beignets de conque et observé une dame en lamé argent vomir en rafale dans un ascenseur en verre. J'ai pointé le plafond au rythme 2/4 de la disco. La même disco au rythme de laquelle j'avais tant détesté pointer le plafond en 1977. J'ai découvert l'existence d'intensités de bleu au-delà du très très lumineux. J'ai mangé plus et plus raffiné que jamais auparavant, ingérant toute cette nourriture au cours d'une semaine où j'ai également appris la différence entre roulis en mer agitée et tangage en mer agitée. J'ai entendu un humoriste dire, sans ironie aucune, non, sans blague. J'ai vu des tailleurs pantalons fuchsia et des vestes de sport rose menstruelles, des vêtements marrons, des survêtements marrons et violets et des mocassins blancs portés sans chaussettes. J'ai vu des donneuses professionnelles de blackjack si charmantes que vous vous précipitiez à leur table pour y laisser votre chemise. J'ai entendu des adultes nantis demander au bureau relations clientèle si la plongée avec masque et tuba nécessitait que l'on se mouille. Si le baltrap aurait lieu en plein air, si l'équipage dormait à bord et à quelle heure se tenait le buffet de minuit. Je suis maintenant au fait de l'exacte différence mixologique entre un slippery nipple et un fuzzy novel. Je sais ce qu'est un coco loco. J'ai été, en une semaine, le destinataire de plus de 1500 sourires professionnels. J'ai brûlé et pelé 2 fois. J'ai fait du baltrap en mer. Et ça c'est... Sur le moment, cela ne semblait pas assez. J'ai senti tout le poids du ciel d'étoffe qui pèse sur les tropiques. J'ai sursauté une dizaine de fois au son assourdissant calibre flatulence des dieux d'une sirène de paquebot. J'ai assimilé les règles de base du mahjong, suivi un robre de bridge contrat de 2 jours, appris à ajuster un gilet de sauvetage sur un smoking et perdu aux échecs contre une petite fille de 9 ans. J'ai marchandé des ristournes dérisoires avec des enfants mal nourris. Je connais maintenant toutes les raisons et tous les prétextes qui peuvent être invoqués pour justifier l'investissement de 3 000 $ dans une croisière dans les Caraïbes. Les dents serrées, j'ai décliné de l'herbe jamaïcaine, proposée par un vrai Jamaïcain. J'ai vu une fois, depuis la rambarde d'un pont supérieur, loin en dessous et au large de la coque arrière droite, ce que je crois pouvoir identifier comme l'aileron caractéristique d'un requin-marteau, brouillé par le sillage niagaresque de la turbine tribord. J'ai fait l'expérience, les mots pour la décrire me manquent, du reggae d'ascenseur. J'ai vu ce que c'était que d'être gagné par la terreur de ses propres sanitaires. J'ai acquis un pied marin dont j'aimerais maintenant me défaire, j'ai goûté du caviar et suis tombé d'accord avec mon petit voisin pour dire que c'était Blooby. Je comprends désormais le terme duty free. Je connais maintenant la vitesse de croisière maximum d'un paquebot en nœud. Note une, bien que je n'ai toujours pas saisi ce qu'était un nœud, au juste, ça me fait rire. J'ai mangé des escargots, du canard, de l'omelette norvégienne, du saumon au fenouil, du pélican à la pâte d'amande, ainsi qu'une omelette préparée avec ce qu'on nous affirmait des traces de truffes d'étrurie. J'ai entendu des gens, dans des chaises longues, déclarer avec le plus grand sérieux que ce n'était pas tant la chaleur que l'humidité. J'ai été,
consciencieusement, professionnellement et comme convenu au préalable, chouchouté. J'ai, dans les moments d'humeur noire, observé, répertorié force érythème, kératinose, lésions prémélanomiques, taches brunes, eczéma, verrues, kystes papulaires, penseuse à bière, cellules fémovarales, varices, injections de collagène ou silicone, teintures fâcheuses et implants rétifs. Autrement dit, j'ai vu quasi nu beaucoup de gens que j'aurais préféré ne pas voir quasi nus. Je me suis sentie morose comme jamais plus depuis l'adolescence, et j'ai noirci presque 3 carnets mid à exterminer sa venée. 2 de moi. J'ai contracté et cultivé une rancœur possiblement éternelle à l'encontre du gérant hôtelier du bateau, lequel répondait au nom de Mr. Dermatis, et qu'en conséquent nous appellerons désormais Mr. Dermatose. Note 2. Ayant conçu je ne sais comment l'impression que j'étais journaliste d'investigation, il m'a refusé l'accès aux cuisines, à la passerelle de commandement, au pont de service, à tout, et interdit de recueillir le témoignage officiel d'aucun membre du personnel ou de l'équipage. Il arborait en nous des épaulettes et des lunettes de soleil en intérieur, et a parlé au téléphone, en grec, pendant de longs intervalles, alors que j'étais dans son bureau et avait, pour lui parler en tête-à-tête, renoncé à la demi-finale de karaoké dans le salon rendez-vous. Je souhaite son malheur. Un respect donc quasi révérend pour mon serveur attitré, et un béguin dévorant pour l'hôtesse de cabine de ma section du couloir bâbord du pont 10, Petra. Ô fossette profonde, ô large front sincère, qui ne portait que les vêtements blonds à demi donnés et bruissants d'une infirmière, sentait le cèdre norvégien, du désinfectant dont elle se servait pour nettoyer les salles de bain, récurer le moindre centimètre carré de ma cabine 10 fois par jour, mais ne se laissait jamais surprendre pendant l'acte. Une figure au charme magique et persistant, qui à elle seule mériterait bien une carte postale. Qu'est-ce qu'on fait alors de ça? C'est long, ça continue. Je crois qu'il y en a 80 à 110 pages. Plus spécifiquement, du 11 au 18 mars 1995, cette fois on a l'année, je me suis, volontairement et moyennant rémunération, soumis à une croisière 7 nuits Caraïbes, 7NC, à bord du MV Zénith 3. Aucun pitre qui se respecte ne résisterait à l'envie de rebaptiser le paquebot MV Nadir à l'instant où il lit le nom imbécile du Zénith dans la brochure de Celebrity. Aussi vous demanderai-je de me passer ce caprice, tout en sachant que je n'ai rien contre le navire lui-même. Un paquebot de 47 255 tonnes appartenant à la compagnie Celebrity Cruises Incorporation qui compte une bonne vingtaine de concurrents opérant actuellement au départ du sud de la Floride. Note 4. Sans compter Windstar et Silversea, Tall Ship Adventures and Winger Barefoot Cruises, mais leurs croisières Caraïbes sont plus VIP avec un positionnement haut de gamme franchement agressif. La vingtaine de compagnies dont je parle gèrent les méga paquebots, ces pièces montées flottantes dont la capacité d'accueil se chiffre en milliers et dont les hélices motrices ont la taille de succursales de banque. Parmi les méga compagnies qui partent du sud de la Floride, il y a Commodore, Costa, Majesty, Regal, Dolphin, Princess, Royal Caribbean et cette brave Celebrity. Il y a Renaissance, Royal Cruise Line, Holland, Holland America, Cunard, Cunard Crown, Cunard Royal Viking. Il y a Norwegian Cruise Line, il y a Crystal, il y a Regency Cruises. Il y a le Walmart de l'industrie de la croisière, Carnival, que les autres compagnies appellent plus volontiers du sobriquet Carnivore. Je ne me rappelle pas à quelle compagnie était censée appartenir le Pacific Princess de la croisière s'amuse, sans doute plutôt dédié à l'itinéraire Californie-Hawaï, même si, dans mon souvenir, il allait un peu n'importe où. Toujours est-il qu'aujourd'hui, Princess Cruises a racheté le nom et exhibe ce pauvre vieux Gavin MacLeod dans ses spots télé et en grand attirail. Le méga paquebot 7NC est une catégorie à part, un type de navire précis comme le destroyer. Chaque méga compagnie possède plusieurs paquebots. L'industrie descend de ces vieilles affaires transatlantiques toutes patriciennes qui associaient l'idée d'opulence à celle de se rendre effectivement quelque part, le Normandie, le Titanic, etc. De nos jours, les créneaux marketing variés des croisières Caraïbes, célibataires, troisième âge, thématiques, violons dingues, entreprises, familles, marché de masse, luxe, luxe absurde, luxe grotesque, ont tous été circonscrits et débités et font l'objet d'une concurrence féroce. J'ai entendu, à titre confidentiel, des histoires sur l'affrontement Carnival versus Princess à vous roussir les sourcils. Le plus souvent, les méga paquebots sont conçus aux États-Unis, construits en Allemagne, immatriculés à Monrovia, au Liberia, et leurs commandants et propriétaires sont grecs, ce qui est assez intéressant dans la mesure où ces gens règnent sur le voyage maritime depuis à peu près toujours. Celebrity Cruises appartient au groupe Chandoris. Le X sur la cheminée de leurs 3 navires n'étant fait pas un X, mais un Chi grec, Chi pour Candris, ou un Xi. Famille navale si vénérable et si puissante qu'on y tient apparemment Onassis pour en refuir. Le
Le navire, je reprends, hein, et les équipements étaient, d'après ce que je sais aujourd'hui, des standards dans l'industrie, l'absolu fin du fin. La cuisine était divine, le service impeccable, les excursions à terre étaient à bord structurées pour une stimulation maximale jusqu'au dernier micro-détail. Le navire était tellement propre et blanc qu'on aurait dit qu'il avait bouilli. Les Caraïbes orientales variaient du bleu layette au bleu fluorescent, le ciel idem. Les températures étaient utérines. Le soleil lui-même semblait avoir été pré-réglé pour notre agrément. Le rapport équipage-passager était de 1,2 pour 2, c'était une croisière luxe. Qu'est-ce qu'on a? Donc, présence du locuteur, et là, paf, des listes, des surdiscours, etc. C'est-à-dire que ce qui se met en place, c'est le rythme. Et ça a un rythme qui va aller crescendo sur 110, 120 pages. C'est une immense protase. On va avoir, donc, hop, alors normalement, protase, acmé, apodos, c'est pour les périodes en rhétorique, donc sur plutôt des phrases, ça monte, paf, acmé, apodos. Mais ce rythme-là, vous pouvez le trouver à l'échelle d'une œuvre, d'un texte, comme c'est le cas ici, comme c'est aussi le cas si vous allez, je sais pas, du côté d'une tragédie, ça monte, ça monte, ça monte, paf, catastase. Avant la catastrophe, vous sentez que ça va péter, paf, catastrophe acmé, tout le monde meurt, paf, catastase, calme après la tempête, c'est ce qu'on peut appeler donc l'apodose. Ça retombe. Et ça, c'est du rythme de cartoon. Vous voyez Titi et Gros Minet, ça avance, ça avance, ça avance, et ça s'accélère. Péripétie en péripétie, on monte des crans de tension, jusqu'à ce que, tac, on va avoir, je sais pas, Gros Minet en l'air, on va avoir Itchy et Scratchy si on prend les Simpsons, c'est le moment où on va avoir la scène de torture, avec ensuite un effet de surenchérissement final. Il n'est pas seulement mort, hein, Scratchy, il est en plus électrocuté, dépecé, redécoupé, et quand même, on va avoir ensuite cette phase d'apodose qui va être le moment des conséquences, c'est-à-dire celui où on retombe, mais cette retombée, en fait, peut elle-même être un surenchérissement. Et ça, c'est le début, c'est la préparation de ça, c'est ce souffle. Comment Wallace fait ça? Foster Wallace. Donc, présence du locuteur. Petit éthos semi-modeste, mais enfin c'est modeste qui ne tient pas, il n'a pas envie d'y aller, il ne sait pas pourquoi il y va. En tout cas, ça se manifeste d'abord par une réticence à écrire, mais une réticence, la réticentia, qui va simplifier. Et simplifier parce qu'évidemment que cette croisière toute luxueuse qu'elle est un cauchemar pour un écrivain comme David Foster Wallace. Il n'est pas dans son monde et il est enfermé sur le bateau. Ça, donc c'est la posture du voyageur blasé que l'on a déjà vu. Ça va être donc ces effets d'accroissement. Ça se voit avec les jeux de rythme au niveau des phrases. Des phrases de plus en plus longues, de plus en plus syncopées, et ça va aller crescendo. Mais aussi, ça se voit avec la multiplication des discours, les parenthèses, la subordination syntaxique qui va être de plus en plus complexe et les phrases de plus en plus longues. Ça va être de plus en plus dur à lire, donc je vais essayer de piocher des petits morceaux à droite à gauche pour donner à entendre ce rythme. Les notes, elles-mêmes de plus en plus longues, vous avez pu déjà l'entendre. Donc ça s'amplifie, et ce sont des choses qui s'ajoutent sur d'autres choses. Il mentionnait le boule de neige de Mingo, je ne sais pas ce que c'est. Et ça passe aussi donc par la multiplication des références et le fait que chaque référence va en amener une autre. Et donc ce qu'il est en train de mettre en place, c'est d'abord donc la ligne directrice qui est un compte-rendu de croisière, ce truc soi-disant super, auquel on ne me reprendra pas, qu'il ne refera plus jamais en anglais. Mais ensuite, il va en fait, pour donner cet effet de démultiplication et donc de tension narrative, où là, on est dans un récit, on est dans un texte aussi non-fiction, donc de journaliste, hein, quelque chose d'assez hybride, qu'on connaît moins en France, mais qui existe aussi, hein, faut juste chercher. Donc il va mettre en place plusieurs fils d'intrigue, ce qui va permettre des effets de retour, et les choses vont se répondre les unes les autres. Ça, c'est comme dans les soirées, quand on commence à mettre en place des blagues. Bon, on a fait ça à ma soutenance de thèse. Mais c'est le moment où ça ricoche, et on va de plus en plus vite. Ou la fin du Tetris, paf, 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 ça monte, ça monte, ça monte. Allez, on avance un peu, j'attrape ça au hasard. Et là, on voit bien que les notes sont de plus en plus longues. On voit, voilà, elles sont immenses. Elles débordent des pages. Et donc ça fait qu'on ne sait plus qui est qui dit quoi. Alors le détail, je m'en souviens plus, moi, c'est une impression de rythme que ça m'avait laissé, parce que je l'avais lu intégralement, ce texte, à voix haute. Alors, je vais essayer de retrouver là un début avec un chiffre. Alors, ça passe aussi donc par les dates. Et là, je vois en attrapant qu'il va y avoir de plus en plus d'heures pour donner donc cette impression de compte rendu. Ça va, en fait, tout le texte joue
C'est une antithèse entre le style ultra emphatique, boursouflé, enflé, hyper technique, et souvent avec donc des effets comme ça. Alors là, vraiment, de période rhétorique, de vraie période rhétorique, de micro-montée avec rechute, et donc on sent quelque chose qui est de l'ordre de la condescendance, du mépris, mais qui fait punchline, et qui va fonctionner. Est-ce qu'il y a un moment... Voilà. Et ça, cet effet donc, de mettre en place des lignes de récit, ça va passer aussi par le fait qu'il va constamment renommer les gens et les choses. Pour donner donc l'impression d'un reportage, comment faire savoir, etc., des généralités, anecdotes. Et celles-ci vont donc se démultiplier, donnant l'impression de quelque chose d'absolument... en fait, ça donne l'impression d'une spirale, d'être pris ou prise dans un tourbillon, quelque chose qui va aller s'accélérant. Alors que dans les faits, les phrases ne sont pas elles-mêmes accélérées, puisqu'elles sont de plus en plus longues, mais le rythme, lui, fait qu'on va lire de plus en plus vite. Allez, je vais l'attraper là au hasard, je suis page 528, 11h50, parce que là, il donne le planning précis. On n'a jamais l'occasion de ressentir une vraie faim physique sur une croisière luxe. Mais lorsqu'on s'est habitué à se restaurer 7 à 8 fois par jour, une espèce de vide spongieux dans les entrailles fait savoir qu'il est temps de refaire le plein. Il passe souvent par ce genre de périphrases un peu vagues pour décrire techniquement une sensation assez banale. Mais qui n'est pas tout à fait. Et donc en fait c'est aussi l'ultra-précision, quelque chose de l'ordre de la dissection. Ça va être l'équivalent, c'est le gore en fait. L'abondance de détails, c'est du gore. Là, c'est pas du gore parce que c'est pas du sang, mais c'est du gore. Et donc, il reprend comme ça des motifs de l'horrifique en les transposant en autre chose. Et ça fait des effets de décalage. Parmi les Nadiriens, donc ça, c'est le nom qu'il a donné aux gens sur le bateau, qu'il a lui-même renommé, donc ça a fait que les croisiéristes ne sont pas des croisiéristes, ils ont un gentilé, comme s'ils habitaient le bateau. C'est leur pays le temps du reportage. Parmi les Nadiriens, seuls les radicalement vieux et décorants molâtres rallient le R5 étoile C pour les déjeuners, où on ne peut porter ni caleçon de bain ni chapeau à bord flottant. Là où il faut être à midi, c'est au Windsurf Café, derrière les piscines et la grotte en plasticine du pont 11. Juste derrière les portes automatiques, les 2 portes automatiques, abondance de détails, hyper précision des chiffres. Du windsurf, dans 2 grandes corbeilles dont les flancs imitent la noix de coco, il y a des cornes d'abondance de fruits frais, surmontées d'une madone et d'une baleine sculptée dans la glace. Le flux de passagers est adroitement cornaqué selon différents vecteurs afin de réduire l'attente au maximum, et attendre pour se restaurer au Windsurf Café compte parmi les expériences les moins bovines qu'offre la 7NC. Le Windsurf Café, où les choses sont exposées devant vous et non amenées de derrière une mystérieuse porte à battants, souligne mieux encore le fait que sur le Nadir, toute chose ingérable est sélectionnée pour être l'absolue fin du fin. Ça, c'est des formules qui reviennent tout le temps et donc ils font running gag. Le thé n'est pas du Lipton, mais du Sir Thomas Lipton, en petits sachets classieux sous emballage individuel en aluminium chamois. La viande froide est de cette qualité extra, sans gras et sans nerfs, pour laquelle les gentils doivent d'ordinaire forcer l'entrée des épiceries cachères. La moutarde est encore plus chicose que la Grey Poupon, mais j'oublie toujours de noter le nom de la marque. Et le café du Windsurf Café, qui coule dans un murmure joyeux de grosses bonbonnes en acier brossé, le café est, tout simplement, le genre de café qui justifie une demande en mariage. Normalement, je m'impose une limite ferme et neurologiquement impérative d'une seule tasse. Mais le café du windsurf est tellement bon et la tâche de... Et j'ai oublié une note, une toute petite. Et la tâche de déchiffrer les gros pâtés rorschachriens de notes prises à la conférence sur la navigation tellement ardue qu'aujourd'hui, j'outrepasse mes limites, et de plutôt beaucoup, ce qui contribue sans doute à expliquer la tournure un peu kaléidoscopique et floue que prennent les heures suivantes dans ce journal de bord. Et donc il a soin de donner les conditions de production de son texte. 12h04. Il semble que je sois au dehors, sur le 9 arrière en train, de frapper des balles de golf posées sur un carré de gazon artificiel pour les envoyer dans un filet de nylon à mailles serrées qui se gonfle spectaculairement vers la mer à chaque fois qu'une balle y atterrit. Les jeux de palais thanatotiques se poursuivent plus loin à tribord. Nul signe de 3P, d'aucun pongis ou d'aucune raquette abandonnée. De sinistres petits trous sur le pont, la cloison, le bastingage et jusque sur le carré de gazon artificiel témoignent de la sagesse dont j'ai fait preuve en fuyant le tournoi de fléchettes ce matin. Comme si c'était une épopée. C'est de l'héroïque comique pure.
13h14. Je suis maintenant de retour dans la salle arc-en-ciel du pont 8, assis à regarder Ernst, le mystérieux et omniprésent commissaire-priseur du Nadir. 117. L'un des très rares homo sapiens à la fois blond et murin qu'il m'ait été donné de voir. Ernst porte aujourd'hui des mocassins blancs, un pantalon vert et une veste de sport évasée dont le rose n'est descriptible, je le jure, que par le mot menstruel. Retour au début. Arbitrer des enchères enflammées pour une reproduction signée de Leroy Neyman. Je répète, les enchères sont enflammées et approchent rapidement les 1000 $ pour une reproduction signée de Leroy Neyman. Pas pour un Leroy Neyman signé, pour une reproduction signée de Leroy Neyman. 13h30. 400 coups, c'est en gras. À la piscine, venez chahuter comme des fous avec Scott Peterson, votre directeur de croisière et son équipe. Participez au concours masculin des plus belles jambes, arbitré par ces dames au bord des piscines. Souffrant des premiers symptômes d'intoxication à la caféine, cheveux plaqués à la suggestion du personnel, sous un bonnet de bain offert par Celebrity Quizzes, je prends une part pleine et active aux 400 coups évoqués supra. Toujours le technolète universitaire qui fait décalage encore. Lesquels consistent principalement en un tournoi où chaque nana, dans la catégorie nana, et chaque mec, dans la catégorie mec, doit glisser le long d'un poteau de téléphone en plastique enduit de vaseline, charger une hot mec nana et essayer de la faire tomber dans l'eau salée immonde de la piscine en la frappant à coups de thé d'oreiller rempli de ballons. Je passe victorieusement les 2 premiers rounds avant d'être assommé par un jeune marié du Milwaukee massif et velu des épaules qui, carrément, italique, me frappe avec le poing. Cela peut arriver quand on perd l'équilibre et qu'on cherche à en compenser en se penchant très en avant. 119, c'est ce que j'ai fait. Me pencher trop en avant, jusque sur le poing du gars, qui agrippait le bord de sa tête d'oreiller. Donc je m'abstiens de déclencher un scandale, même si, une semaine après, la focalisation de mon œil droit reste fantasque. M'arrachant presque complètement le bonnet de bain du crâne et me faisant basculer tête la première côté tribord dans un bassin qui, non content de présenter une concentration de nappe déraisonnable et maintenant nappé sur toute sa surface d'une couche de vaseline luisante. J'en émerge si poisseux et souillé, louchant tellement fort que je ruine ce qui aurait pu être une prétention tout à fait légitime au titre de plus belle jambe masculine, concours où je me classe 3e et dont on me dit plus tard que je l'aurais remporté haut la main, sans la mine renfrognée, l'œil gauche enflé et strabique et le bonnet de bain de guingois qui, à eux trois, peignait une toile de fond trop loufoque pour permettre à mes abattis galbés de frapper le jury de toute leur puissance de séduction. Pourquoi virilisme? Parce que ces effets d'enflure, c'est des effets de démonstration, de performance. Il s'agit d'en mettre plein la vue. C'est dur à écrire, c'est dur à tenir. Et ça, donc le jeu comme ça, de ping-pong, de punchline, c'est un truc de concurrence, c'est un truc de mec. C'est pas un truc de gonade, d'organes génitaux. Ce que j'appelle le virilisme, c'est le style qui se retrouve dans ces jeux de performance qui vont consister à en faire toujours plus et dans ce surenchérissement. C'est un truc qu'on a chez Céline. Chez Céline, ça surenchérit sans cesse, du rythme, etc. Pourquoi virilisme? Non, parce que cette concurrence qui, dans notre société occidentale, est rattachée aux hommes quand les femmes doivent faire preuve d'humilité. Mais évidemment que vous avez des femmes qui font preuve de virilisme, et ça m'intéresse beaucoup de voir que Valérie Solanas, dans le SCOM, fait un texte ultra viriliste, du point de vue du style. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, ces questions de rythme, ça veut dire qu'au niveau du virilisme, je vais voir beaucoup de subordination, d'enchâssement, de syntaxe, ça a une démultiplication, ce qui va amener une enflure. J'ai pas envie de rapprocher ça du gonflement pénien, du mouvement de l'érection, mais je pense qu'il y a un truc derrière. C'est pas moi qui le dis, si c'est moi. Mais voilà. Et ça passe notamment, en tout cas, très nettement chez David Foster Wallace, mais aussi chez Céline, par la mise en scène de soi, ou en tout cas d'un narrateur dans soi qui est en train de raconter, et toute la performance est dans la narration. Dans une narration qui en fait ressaisit le monde, le retranscrit, et écrase ce monde de la présence de son locuteur. Littérairement, stylistiquement, c'est ultra jouissif. Politiquement, ça m'interroge énormément. En tout cas, du point de vue du comique, c'est un truc qui fonctionne du feu de Dieu. Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles les filles seraient pas drôles? Non, c'est parce qu'on les écoute pas. Mais je pense qu'en tout cas, c'est un des traits, parce que le comique repose essentiellement sur le rythme, qui peut expliquer cela. En quoi c'est rigolo chez David Foster Wallace? On est dans de la non-fiction, on est dans du pur
on est dans une outrance de compte-rendu. Ça peut me rappeler Beckett qui fait un faux mémoire, etc. On est dans ce genre des canulars. Là, c'est pas un canular, c'est un vrai compte-rendu de croisière. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? J'en sais rien. Franchement, moi j'y crois. Hein. Je trouve que la vie, elle nous fait des blagues. Il suffit de les regarder. Hein. Donc, qui les ait vus, tout cela. Et évidemment que je vais pas vous en donner le détail parce que ce qui compte, c'est le rythme. Mais ce n'est pas cela qui compte, parce que finalement, c'est un regard qui va savoir capter le détail, et souvent un détail qui fait mal. Et ça compte aussi, pour amener une analyse et inclure cela dans un rythme qui se construit lui-même comme une puissance, et qui construit la puissance du locuteur. Et c'est un truc que je trouve hyper intéressant, mais c'est pas quelque chose qui est fait pour un partage réel. En tout cas, on partage le rire en tant que lecteur, mais parce qu'on va être placé dans un mouvement de connivence ironique du côté du locuteur, et non pas inclus, dans un rire qui ne va pas inclus, qui ne va pas être complice des croisiéristes eux-mêmes, les nadiriens. Ces complicités que peut avoir le locuteur, là, donc David Foster-Wallace, elles vont être très fugaces. Ce qui compte, c'est lui, et c'est lui qui regarde. Et ça, c'est vraiment un truc que je trouve essentiel dans ce que j'appelle le virilisme en stylistique. Bon, ben voilà, ça c'est absolument pas encore réellement théorisé. Il y a des bribes, il y a des morceaux de stylistique. En tout cas, politiquement, ben, ça m'interroge beaucoup de mettre en place ce genre de choses. Et je sais toujours pas quoi en faire. Mais en tout cas, moi-même, en écrire, et pour déconner, et pour reprendre ça, ben, c'est des exercices les plus fun du monde. Parce que finalement, il est très bon. Mais c'est très facile de faire pareil, une fois qu'on a les recettes. Et c'est des recettes. J'espère que ça vous aura intéressé. Have fun, je vous dis à bientôt.